Alors, premier chapitre de cette grosse partie de génétique sur donc l'origine du génotype des individus. Avant de voir comment ce qu'une diversité est engendrée par la reproduction sexuée, on va faire quelques révisions de ce que vous avez vu en première sur la conservation des génomes, et notamment par l'intermédiaire des mitoses. D'accord? Donc dans ce gros chapitre 1, l'origine du génotype, on commence par la conservation des génomes, stabilité génétique et évolution clonale. Alors, quelques rappels quand même que vous avez en tête, même si vous ne l'avez pas vu sous cette forme-là, c'est important de bien l'avoir en tête dès le début. Vous avez commencé à exister et tout être vivant qui se reproduit par reproduction sexuée a commencé à exister lors de la fécondation. Lors de la fécondation, fusion de deux gamètes, un gamète mâle, un gamète femelle, un spermatozoïde, un ovule. Ce gamète mâle, ce gamète femelle possède N chromosomes, chacun de ces N chromosomes possédant les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. Lors de la fécondation, donc les deux cellules sexuelles fusionnent, les deux lots chromosomiques fusionnent, on obtient une cellule à N plus N à 2 N chromosomes. La cellule œuf possède 2 N chromosomes. Cette cellule œuf va se diviser par mitose, donnant un individu adulte possédant lui aussi 2 N chromosomes. Chacune des cellules de l'individu adulte possède exactement la même information que l'information génétique qu'il y avait dans la cellule œuf, puisque la division cellulaire qu'on appelle mitose conserve l'information. Ça, vous l'avez vu en classe de première, c'est absolument fondamental. Chez cet individu adulte, on va distinguer deux types de cellules, les cellules somatiques, les cellules germinales. Les cellules germinales sont celles qui sont à l'origine des cellules sexuelles. Les cellules germinales possèdent 2 N chromosomes. On les trouve dans les organes reproducteurs. Les cellules sexuelles gamètes possèdent N chromosomes. Ça veut dire que pour passer d'une cellule germinale à un gamète, on doit avoir une réduction chromosomique. Cette étape de réduction chromosomique, c'est ce qu'on appelle la méiose, vue aussi en classe de première. Dans le chapitre qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la mitose. La mitose qui conserve l'information. Quelles sont les caractéristiques d'un clone? La mitose. Donc, je répète, lors de la reproduction sexuée, tout commence par la fécondation. Deux gamètes mâles femelles fusionnent, donnant une cellule œuf. Cette cellule œuf possède 2 N chromosomes qui, par mitose, vont se multiplier. Ces figures de mitose, vous les avez observées l'an dernier dans des cellules, dans des racines d'ail. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la mitose? Vous ne devez pas me répondre par la mitose, c'est une prophase, une métaphase, une anaphase, une télophase. Ces 4 mots-là, prophase, métaphase, anaphase, télophase, sont des mots qui vont décrire la mitose. Mais avant tout, la mitose, c'est une division cellulaire qui conserve l'information et qui va effectivement se dérouler en 4 étapes. En interphase, on ne voit pas les chromosomes. D'accord? En interphase, on ne voit pas les chromosomes parce que l'ADN est décondensé. Lorsque la mitose va commencer, la molécule d'ADN va se condenser et alors on verra apparaître le chromosome. Donc le chromosome n'existe et n'est visible que pendant la mitose. Le chromosome est constitué d'ADN, mais la molécule d'ADN, bien sûr, existe tout le temps dans la cellule. En prophase de première division de mitose, les chromosomes vont s'individualiser. On les voit ici. En métaphase de première division de mitose, les chromosomes vont se positionner dans la plaque équatoriale, prophase, métaphase. En anaphase de mitose, chacune des chromatides de chaque chromosome va migrer vers un des pôles de la cellule. Un chromosome est fait de 2 chromatides. Chaque chromatide est constituée d'une molécule d'ADN. La molécule d'ADN qui constitue une chromatide est exactement la même que la molécule d'ADN qui constitue l'autre chromatide. Ce qui veut dire que lorsque les 2 chromatides se séparent, chacun des lots ici de chromosomes à une chromatide portera exactement la même information. Ce qui veut dire ici qu'au départ, en fait, l'information était dupliquée. Là, j'ai 2 lots de chromosomes. D'accord? Donc ici, à la fin de ma mitose, chacune des cellules filles possède exactement la même information. La mitose
divise la quantité d'ADN par 2, mais la mitose conserve l'information. On passe de 2 N chromosomes à 2 chromatides, à 2 N chromosomes à 1 chromatide. Pour que la cellule puisse de nouveau se diviser, il faut que la cellule duplique son information génétique. Et plus que duplique, il faut qu'elle la réplique. Ça veut dire qu'il faut que, à partir de chromosomes à 1 chromatide, on obtienne des chromosomes à 2 chromatides. Et ça se fait en interphase avec cette phase G1, cette phase S, cette phase G2, vue en première. C'est pendant cette phase S qui est là que se fait la réplication de l'information. Comment la réplication de l'information peut-elle conserver l'information? C'est à mettre en lien avec la caractéristique de la molécule d'ADN. Vous savez que la molécule d'ADN est faite de 2 brins, que chaque brin est constitué d'une succession de nucléotides, que j'ai 4 nucléotides différents, nucléotides à adénine, à thymine, à guanine et à cytosine. Que lorsque j'ai une adénine sur un brin, j'ai toujours en face la thymine. Que lorsque j'ai une cytosine sur un brin, j'ai toujours en face la guanine. Et que ces 2 brins qui sont là ne sont pas reliés par des liaisons covalentes, mais par des liaisons faibles. Ça veut dire que les 2 brins, grâce à des enzymes, peuvent très facilement être séparés. Et quand les 2 brins sont séparés comme ceci, des bases complémentaires peuvent venir s'associer, et alors je passe d'un chromosome à une chromatide, à un chromosome à 2 chromatides. C'est ce qu'on appelle la réplication de l'information en interphase. Voyez votre cours de première si vous n'avez plus de souvenirs de ce mécanisme. Mais c'est très important d'avoir en tête la structure de l'ADN. Si je reviens à ce chromosome qui est ici, là j'ai un chromosome à 2 chromatides. Chaque chromatide est faite d'une molécule d'ADN. La molécule d'ADN est faite de 2 brins. Ne pas confondre les brins et les chromatides. Dans la cellule, les chromosomes vont par 2. J'ai des paires de chromosomes. Chaque chromosome est fait de 2 chromatides. Chaque chromatide est faite d'une molécule d'ADN. Chaque molécule d'ADN est constituée de 2 brins. Surtout ne pas mélanger tous ces termes. Revoyez-le si vous avez quelques difficultés. Bien. Donc ça veut dire que si je pars d'une cellule œuf et qu'à la fin j'ai mon individu adulte, toutes les cellules de l'individu adulte ont exactement la même information que celle qu'il y avait au départ dans la cellule mère. Or, quand vous regardez des fleurs qui sont comme ça, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien que cette fleur qui est là, normalement, est toute jaune. Et que ici, j'ai une partie qui est rouge, une partie qui est jaune. Qu'est-ce qui a pu se passer? Manifestement, le pigment qui colore cette fleur ici n'est pas le même que le pigment qui colore cette fleur ici. Ce pigment jaune qui est là, c'est un pigment qui, à partir de molécule A, jaune, est transformé en une molécule B. Pour transformer la molécule A en molécule B, il faut un outil. Cet outil, c'est une enzyme, cours de première. Cette enzyme est codée par un gène. Si le gène est muté, l'enzyme n'est plus fonctionnelle et le pigment jaune ne peut plus être transformé ici en pigment rouge. La mutation a fait apparaître un nouvel allèle. Donc ça veut dire que à partir d'une cellule qui est là, si j'ai pas de mutation, cette cellule va se diviser, et j'aurai à la fin un clone de cellule qui possède exactement la même information avec le pigment jaune. Si, consécutivement à la division cellulaire, une mutation apparaît dans cette cellule qui est là, je n'aurai pas l'enzyme. Donc toutes les cellules qui vont découler par mitose de cette cellule-là, formant un sous-clone, auront un pigment qui sera rouge. Et là, vous comprenez donc que si toutes les cellules de l'organisme ont exactement les mêmes gènes, en réalité, toutes ces cellules de l'organisme n'ont pas forcément les mêmes allèles. Parce qu'au cours des divisions cellulaires, je peux avoir des mutations qui vont modifier l'information génétique. Une mutation étant un changement de la séquence des bases. Si cette mutation touche une cellule somatique, comme ici, eh bien seuls les pétales seront modifiés, mais ça ne sera pas transmis à la descendance. Si la mutation touche une cellule germinale, une cellule sexuelle, alors elle sera transmise à la descendance. Donc ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. D'accord? Un nouvel allèle se forme par mutation d'un allèle existant. Est-ce que c'est fréquent? Alors, cette mutation, elle apparaît lors d'une erreur de réplication de l'ADN. Et vous savez, vous en première, qu'il y a des dispositifs qui peuvent corriger ces erreurs, mais qu'il arrive que ces dispositifs soient pas fonctionnels. Le taux d'erreur de réplication de l'ADN, c'est d'environ 1 pour 1 milliard de nucléotides. Vous me direz, c'est très peu. Oui, c'est très peu. Sauf que le génome de l'homme, c'est environ 6 milliards de nucléotides. Ça veut dire qu'à chaque
réplication, si on prend toutes les cellules de l'homme, il peut y avoir 6 erreurs. Donc finalement, compte tenu du nombre de cellules qu'il y a dans l'organisme, à l'échelle de l'individu, les mutations ne sont pas des événements rares. Mais il faut aussi vous ôter de la tête qu'une mutation aboutit à une maladie. La plupart des mutations n'ont aucune incidence sur le phénotype. Nous portons tous des allèles mutés. C'est pas pour autant que nous sommes malades ou que nous sommes bizarres. D'accord? Nous portons tous des allèles mutés. Ces deux jumeaux qui sont là, au départ, portent exactement la même information génétique puisqu'ils sont fabriqués, ils sont nés à partir d'une même cellule œuf qui s'est divisée en deux et chacune des deux cellules filles a évolué de son côté. Mais en fait, les mutations qui vont apparaître au cours de la mise en place du plan d'organisation ces jumeaux ne sont pas les mêmes mutations que celles qui vont apparaître au cours de la mise en place du plan d'organisation ces jumeaux-là. Donc à la fin, les allèles portés par ce jumeau ne seront pas forcément les mêmes que les allèles portés par ce jumeau. D'accord? Donc même s'ils se ressemblent totalement, il peut y avoir des petites différences puisque les innovations génétiques ne sont pas les mêmes chez l'un et chez l'autre. Voilà pour cette partie-là, extrêmement importante. Reprenez vos cours de première sur la mitose et sur le caractéristique de la mitose, et puis, en appui de ce cours, on va voir ce qui se passe lorsqu'il y a une erreur, un accident génétique qui va toucher la partie active d'une protéine. Quand je dis que les mutations, la plupart n'ont pas de conséquences, c'est parce que la plupart des mutations ne modifient pas la fonction de la protéine. Une protéine, c'est une succession d'acides aminés. La fonction de la protéine est liée à sa forme dans l'espace. Sa forme dans l'espace est liée à sa succession d'acides aminés. Quand je change la succession d'acides aminés, je change la forme de la protéine. Si, dans cette nouvelle forme de la protéine, le site actif est modifié, alors la fonction change. Mais la plupart du temps, la mutation, même si elle change la forme globale de la protéine, ne change pas la forme du site actif. Et si la forme du site actif de la protéine n'est pas changée, alors la mutation n'aura aucune incidence sur le phénotype. Qu'est-ce qui se passe quand la mutation change le site actif? C'est ce que vous allez voir en travaillant sur l'exemple d'une mutation qui va toucher des cellules régulatrices de la division cellulaire. Lorsque la division cellulaire n'est plus régulée, c'est le déclenchement d'un cancer. Et c'est ce qu'on va voir dans l'exercice qu'on va faire et que vous avez fait peut-être déjà en classe. Voilà, retravaillez tout ça et reprenez l'exercice sur le cancer que vous allez faire ou que vous avez déjà fait. Voilà, à bientôt.